Daniel Capo est élu président du Mozambique avec 70,37% de voix suite aux élections générales du 9 octobre. Les résultats sont proclamés hier par la commission électorale du pays. Bras de fer dans le nord du Sénégal entre les pêcheurs et British Petroleum et Cosmos, accusés d'être responsables de la raréfaction des poissons. Les pêcheurs accusent l'institution de ne pas respecter l'accord qui les lie sur certains points. C'est tout pour les titres à développer dans un instant. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue sur Tadinfo TV. Le candidat du parti au pouvoir au Mozambique, Daniel Capo, a été élu président avec plus de 70% des voix. L'annonce a été faite par la commission électorale du pays jeudi 24 octobre. 15 jours après, les élections générales du 9 octobre entachées d'irrégularités selon les observateurs internationaux. Investi par le parti Frélimo qui tient les rênes de ces pays d'Afrique australe depuis un demi-siècle, Daniel Capo est crédité de 70,67% des voix au scrutin présidentiel contre 20,32% en faveur de son principal opposant, Venancio Mondlane, qui revendique la victoire et dénonce des fraudes. En troisième position, Oussoufou Momad, président de la Renamo, jusqu'à là le principal parti d'opposition avec 5,81%. Lutero Simango, le président du MDM, troisième force politique au Parlement, arrive en quatrième position, crédité de 3,21%. La participation a été particulièrement faible à 43,48% seulement, a indiqué la commission électorale devant la presse. Après l'annonce des résultats, le président de la Commission nationale électorale, Carlos Matzin, a expliqué que plusieurs actions ont été menées auprès des tribunaux et du Conseil constitutionnel. Des contentieux dont on ne connaît pas le résultat. Toutefois, la CNE était tenue d'annoncer les résultats dans les 15 jours après le vote. Les recours engagés, selon Carlos Matzin, peuvent avoir un impact sur les résultats annoncés aujourd'hui. L'annonce des résultats ne referme pas le processus tant que ceux-ci n'ont pas été validés, a-t-il précisé. Jusqu'à sa désignation en mai dernier par le Frélimo, le parti qui dirige le pays depuis l'indépendance, Daniel Capo, était un inconnu aux yeux de la population mozambicaine. Il était gouverneur de la province d'Inhambane avant donc son élection à la présidence avec près de 71% des voix selon la commission électorale. À seulement 47 ans, Daniel Capo devient le premier président né après l'indépendance du Mozambique en 1975. Il est aussi le premier chef d'État à ne pas avoir participé à la guerre civile qui a duré 15 ans et tué 1 million de personnes. L'autre surprise, c'est justement la percée politique de son principal concurrent, Venancio Mondlane. À 50 ans, VM7 ou Venancio, comme l'appellent ses partisans, était le candidat du petit parti Podemos, mais il a su s'imposer face aux historiques partis d'opposition. Juste après le scrutin, il a dénoncé un banditisme électoral organisé par la commission électorale. Des irrégularités que relèvent également les observateurs de l'Union européenne. La semaine dernière, 2 proches de Venancio Mondlane ont été abattus en plein centre de la capitale Maputo, provoquant des manifestations en début de semaine réprimées par la police. À Saint-Louis, dans le nord du Sénégal, les pêcheurs doivent composer avec le projet Grand Tortue Améim de British Petroleum et Cosmos, une plateforme qui doit être mise en route dans les prochains mois et qu'ils accusent d'être responsables de la raréfaction des poissons. Un accord sur certains points avait été trouvé, mais mercredi, lors d'une conférence de presse, les pêcheurs ont accusé les exploitants de l'avoir saboté, s'estimant trahis et méprisés. Ces dernières années, des milliers de personnes qui vivent de la pêche à Saint-Louis, au nord du Sénégal, ont observé avec inquiétude la progression du projet Grand Tortue Améim, mené par le géant pétrolier British Petroleum avec l'entreprise Cosmos et ses conséquences. Moisse de poissons dans les filets et surtout l'interdiction d'aller pêcher à proximité de la future plateforme installée sur le récif le plus poissonneux. Mais où BP, Cosmos et les pêcheurs sont toutefois parvenus à se mettre d'accord sur la création de ces récifs artificiels dans la zone pour faire revenir les poissons. Sauf que dans un communiqué de presse de BP, publié le 11 octobre dernier, il n'en est plus question que d'un seul. Inacceptable,
Pour Mamadou Sarr, le président de la commission environnementale et préservation des ressources de l'association des pêcheurs artisanaux de la ville, ce qu'on ressent, c'est de la colère et en même temps de la déception parce que les relations que nous avons avec ces compagnies sont toujours des relations heurtées. Ce sont des gens qui ne communiquent pas et ils ne font pas le travail du dialogue. British Petroleum n'a aucun respect pour nos communautés et ça ne peut plus continuer. Lâche-t-il. Besoin d'être soutenu par l'État dans les négociations. Un épisode de mépris de trop, selon les pêcheurs qui exigent une meilleure représentation de l'État lors des futures discussions. Nous refusions d'aller seuls avec BP à la table des négociations parce que la parole de BP n'a aucune valeur pour nous. Si on s'assoit autour d'une table, ce sera entre nous, BP et les autorités, rassure-t-il. British Petroleum, qui n'a pas répondu aux sollicitations de RFI, estime dans son communiqué que le récif artificiel reflète pourtant l'engagement environnemental et social du projet. Les rebelles du M23, soutenus par le Rwanda, se sont emparés de nouveau mercredi 23 octobre de la ville de Kalembe, dans le nord Kivu, à l'est de la République démocratique du Congo. Dimanche, le M23 avait pris la ville située à plus de 150 km à l'ouest de Goma, avant d'être repoussé par les Wazalendo, des miliciens pro-Kinshasa. Les nouveaux combats ont éclaté vers 5 h du matin, heure locale, mercredi 23 octobre. Des tirs à l'arme lourde et des coups de feu ont provoqué une panique générale dans l'agglomération de Kalembe, à l'est de la RDC. En fin de matinée, les rebelles ont réussi à prendre le contrôle de la localité, un recul que ne confirme pas un porte-parole des Wazalendo. Milice pro-gouvernementale, même si ce dernier admet la perte d'une position au profit du M23, selon des sources administratives et sécuritaires. Les combattants alliés aux forces armées de la République démocratique du Congo se sont repliés vers le village de Malemo, dans le territoire stratégique de Walikale. Plus de 40 000 personnes vivent à Kalembe, une cité située sur un axe routier crucial qui donne accès à des gisements miniers d'or, de coton et de diamants dans le Walikale, au nord Kivu. Mercredi, les rebelles ont également pris le contrôle du village Ilula dans la même zone. Et d'autres combats entre M23 et Wazalendo ont eu lieu à Kaïra, dans le territoire de Maziji. Ces combats interviennent après des semaines d'accalmie, alors qu'un cessez-le-feu était en vigueur depuis le début août et alors que les négociations peinent à aboutir entre le Rwanda et Kinshasa. En Géorgie, la population se prépare à voter lors d'élections législatives cruciales ce samedi. Des élections qui ont tout l'air d'un choix entre l'Europe et la Russie. Alors que de nombreux électeurs rêvent d'intégrer l'Union européenne, beaucoup sont inquiets de la dérive autoritaire pro-russe du parti Rêve au pouvoir. En France aussi, la diaspora se mobilise. Une association à Paris organise des trajets en bus au départ de plusieurs grandes villes de France pour que la diaspora puisse voter dans la capitale française ce samedi. Et à la veille du scrutin en Géorgie, c'est l'effervescence. C'est très chaud. Il y a des gens qui réservent leur place de bus, qui nous demandent l'adresse où il faut voter, jusqu'à quelle heure. Il faut répondre à tout le monde, raconte Vansa Demetrashvili au micro de Marco Rataizik du service international. Elle gère bénévolement la communication de l'association et c'est elle qui a mis en ligne la cagnotte. 12 000 € récoltés pour aider 500 Géorgiens de toute la France à venir voter à Paris. Et pour Tamara Demuria, présidente de l'association, la mobilisation de la diaspora est primordiale. Ce qui se passe aujourd'hui est égal à un référendum. Aujourd'hui, on est sur un chemin qu'on doit choisir. Soit ce sera la Russie impérialiste, soit ce sera l'Europe. La population géorgienne aspire à ces valeurs européennes. En plus des bus vers Paris, l'association de Tamara a mis en place un système de convoiturage. Elle a même anticipé la garde des enfants pour les parents qui viendront voter demain. Ils n'ont pas d'énormes revenus et ne peuvent pas laisser leurs enfants. Donc on a mis en place des gens qui vont garder les enfants pendant ce temps. Par exemple, là, j'ai appris qu'une dame allait laisser à ses amis ses 4 enfants. Elle va faire le chauffeur pour pouvoir amener les gens de Saint-Brieuc à Paris. Saint-Brieuc, c'est en Bretagne dans l'ouest de la France, soit à près de 450 km de route pour rejoindre Paris. La preuve que la communauté géorgienne a bien l'intention de se mobiliser.
Après avoir sillonné les États clés, Kamala Harris et Donald Trump se rendent vendredi au Texas. La candidate démocrate tiendra un meeting à Houston pour défendre le droit à l'avortement, tandis que Donald Trump prononcera un discours à Austin pour dénoncer la porosité de la frontière sud des États-Unis. À 11 jours de la présidentielle américaine, Kamala Harris et Donald Trump quittent vendredi 25 octobre les sentiers de campagne archi-battus des États clés pour s'aventurer au Texas. La première va y parler du droit à l'avortement, le second de la crise migratoire. La démocrate de 60 ans sera en meeting à Houston et devrait être rejointe sur scène par la superstar Beyoncé au lendemain des rassemblements à Atlanta qui a vu la légende du rock Bruce Springsteen également la soutenir. Le républicain de 78 ans a pour sa part prévu de critiquer encore une fois la porosité de la frontière sud des États-Unis en s'exprimant depuis un hangar d'avion à Austin. Il enregistrera aussi un podcast avec Joe Rogan, un animateur particulièrement populaire chez les hommes. Les deux candidats suivent avec ce détour texan une stratégie similaire consistant à exploiter des thèmes qui leur sont porteurs et toujours dans un objectif commun de grappiller de précieuses voix dans les États clés, dont ne fait pas partie le Texas, État conservateur qui devrait offrir sur un plateau à Donald Trump ses 40 grands électeurs. Les dernières enquêtes d'opinion montrent toujours les deux prétendants à la Maison-Blanche dans un mouchoir de poche dans les 7 États pivots qui décideront de la victoire. Le 5 novembre sera aussi un jour crucial pour le contrôle du Congrès et notamment sa chambre haute, le Sénat. Kamala Harris profitera donc de son déplacement pour soutenir le candidat Colin Alfred en position de créer une grosse surprise s'il parvenait à déloger de son siège le sénateur Ted Cruz, un ténor républicain. D'après la presse américaine, Beyoncé se produira lors du rassemblement de la candidate démocrate à Houston où est née la chanteuse. Elle sera accompagnée de sa mère Tina Knowles et de l'icône de la musique country Willie Nelson selon des informations du Washington Post. La candidate démocrate y abordera les restrictions et interdictions de l'avortement en vigueur dans une vingtaine d'États. Jeudi à Atlanta, la vice-présidente a repris le fameux slogan « Yes We Can » de Barack Obama lors des meetings de campagne où le premier président américain noir a joué les guest stars aux côtés de Bruce Springsteen. L'un avec son micro, l'autre avec sa guitare, les deux hommes ont appelé les électeurs de Georgie à se mobiliser. Kamala Harris fait campagne pour être la 47e vice-présidente des États-Unis. Donald Trump fait campagne pour être un tyran américain, a déclaré la légende américaine du rock qui a joué 3 de ses tubes sur scène dont The Promised Land. De son côté, Donald Trump s'est exprimé dans l'Arizona, un autre État qui sera décisif pour cette élection scrutée par le monde entier. Nous sommes une décharge, nous sommes comme la poubelle du monde, a lancé le septuagénaire qui ne cesse de durcir sa rhétorique meeting après meeting. Il a ajouté au sujet de sa rivale démocrate et de sa gestion de l'immigration, une personne responsable de tels bains de sang sur notre sol ne peut être autorisée à devenir présidente des États-Unis. Et c'est ici que s'achève cette édition. Mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi. Très bonne suite de programmes sur Channel 4 TV, votre chaîne d'information.